Bonjour, je reprends sur mon serveur les soirées lecture et je compte partager sur YouTube les comptes rendus pour ceux qui s'intéressent à la littérature. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, les mercredis soirs, on se retrouve de 20h à 22h pour lire un livre et faire des blagues dessus, partager nos impressions, bref, le lire comme si on regardait Plus belle la vie. L'idée, c'est de faire découvrir à ceux qui ont du mal avec les lectures imposées à l'école, comme certains auteurs, et la littérature en général, peut être accessible pour tout le monde et vraiment fun et décomplexé. C'est vrai, c'est bien reconnaître le génie d'un auteur, mais un livre c'est avant tout une aventure qu'on découvre, une histoire écrite pour nous, et pas seulement un sujet d'étude abscon, bien qu'à mon goût très passionnant. Lire, c'est un divertissement. On rit, on pleure, on grandit un peu quand les auteurs nous mettent face à des questions humaines, on réfléchit, ou bien on éteint juste notre cerveau et on profite du dépaysement, en fait exactement comme un film ou une série aujourd'hui, voire une vidéo YouTube. Ces soirées lecture, c'est ça, lire des classiques et les aborder comme les histoires qu'elles sont aussi, divertissantes et simples. Ainsi donc, ces lectures n'ont pas pour but d'être de vraies lectures audio. On se permet de s'interrompre, de commenter, de blaguer, et aucun de nous n'est professeur de français, donc en plus de ça, on peut dire des bêtises. Si vous voulez écouter des livres, sachez qu'il y a de très bonnes chaînes YouTube et des sites internet gratuits qui existent. Pour citer mon préféré, Littérature Audio, qui rassemble le catalogue des livres tombés dans le domaine public. Les textes sont également disponibles en PDF, et si vous voulez avoir une expérience immersive, je vous conseille plutôt ces sources-là que ces lectures qui ne sauraient les remplacer étant donné que le but c'est de se marrer entre potes. Ceci étant dit, j'aimerais introduire un peu la nouvelle qui démarre ce nouveau format de lecture audio sur ma chaîne, Les rats dans les murs de Lovecraft. Parlons d'abord un peu de Lovecraft. Vous avez sûrement déjà entendu son nom, ou le nom de sa créature la plus emblématique, le fameux Cthulhu. Il est un écrivain horrifique du début du XXe siècle qui a donné sa couleur à l'horreur moderne. Son influence est omniprésente, et je peux citer par exemple l'Upside Down de Stranger Things, en tout cas dans la saison 1, peut-être The Thing de Carpenter, et définitivement Silent Hill. Lovecraft avait un talent pour ce qu'on nomme l'indicible, c'est-à-dire ce qui ne peut être compris dans son ensemble par les sens humains. Par exemple, la taille de l'univers pourrait être qualifiée d'indicible. Même si théoriquement on peut la mesurer, le chiffre est tellement astronomiquement grand qu'à notre échelle, il veut plus rien dire. Mais il est quand même une chose à aborder avant de commencer tout écrit de Lovecraft. Si on le rapporte à notre époque moderne, le gars est craignos à mort. Raciste, xénophobe, sexiste, en fait tout ce que vous voulez, il l'était. Les seuls personnages qui obtiennent grâce à ses yeux étaient les hommes blancs, citadins, éduqués américains qui ne buvaient pas, ou pas trop, d'alcool. Le reste, ça se fait bolosser comme inférieur au mieux et carrément maléfique au pire. C'est une chose que tout lecteur de Lovecraft sait et qu'aucun n'irait réfuter ou pire encourager. Mais c'est aussi ce qui fait son génie, sans vouloir justifier le moindre des actes qu'il a pu faire dans sa vie. Et par ailleurs, je précise que je parlerai uniquement de lui dans ses écrits et non de la personne qu'il a été dans sa vie. Bref, c'est ce qui fait son génie. Déjà, c'est absolument hilarant avec notre morale moderne de se foutre de la gueule des énormités qu'il sort, ce qui je crois est plus efficace que la censure niveau enlever le pouvoir des mots. Ensuite, c'est parce qu'il avait peur à ce point de tout et de tout le monde qu'il a pu retranscrire ses peurs et nous donner l'horreur exquise qui marque encore notre époque. Parce que bien entendu, ce n'est pas son racisme qui est la base de l'horreur moderne, mais la façon dont il a décrit ses propres peurs, la psychologie de quelqu'un d'incroyablement tourmenté. Et point bonus, écouter, lire ou acheter du Lovecraft ne finance ni lui, ni son idéologie, ni ses descendants, vu qu'il est libre de droit à présent. Donc voilà, c'était le petit point sur son racisme parce que on est obligé de l'aborder et vous verrez que même dans Les rats dans les murs, qui n'est pas une nouvelle particulièrement pointée sur ces thèmes-là, c'est quand même présent. Les rats dans les murs est la première nouvelle que j'ai lue de lui, et elle s'éloigne pas mal de celle que tout le monde connaît, ou du moins de nom, l'appel de Cthulhu. Ce n'est pas une horreur mythologique qui nous dépasse, mais l'horreur d'actes commis par des hommes et la descente psychologique de quelqu'un qui devient fou. Donc, trigger warning, folie, cannibalisme, rats fongueux et gélatineux, et un peu de gore. Même si Lovecraft n'écrit jamais en grand détail et préfère suggérer les blessures que les décrire comme un boucher.
Et aussi, je pense qu'on peut rajouter léger trigger warning sur le racisme, mais ça, ce sera sur toutes les nouvelles de Lovecraft. Je dois avouer que, même sans forcément faire peur, c'est une nouvelle avec une ambiance glauquissime à souhait, qui serait peut-être mieux appréciée et racontée par le talentueux Tindalos, dont je mets le lien en description, ainsi que un autre, mais il faut que je retrouve le nom, et si je le retrouve, il sera dans la description aussi. Et probablement d'ailleurs que mes intonations de voix ressembleront beaucoup à celles de Tindalos, parce que j'écoute en boucle ses lectures, et voilà. Mais donc ouais, notre approche sera plus partagée et rigolote, donc pour ceux qui craignent un petit peu les lectures audio, qui craignent un petit peu l'horreur, si c'est plus accessible pour vous comme ça, voilà, n'hésitez pas. Et bisous et bonne écoute. Et la semaine prochaine, on fera du théâtre, l'école des femmes de Molière. Voilà. Le 16 juillet 1923, je m'installai au prieuré d'Exam après que le dernier ouvrier eut terminé son travail. La restauration avait été une tâche prodigieuse, dans la mesure où il restait de l'édifice abandonné une simple ruine tenant de la coquille vide. Et cependant, puisqu'il s'agissait de la résidence de mes ancêtres, je n'avais pas regardé à la dépense. L'endroit n'était plus habité depuis l'époque du règne de Jacques Ier, et ce jour tragique où le maître des lieux, 5 de ses enfants et plusieurs domestiques étaient morts dans des conditions profondément abominables, mais largement inexpliquées, et où le 3e fils, mon ancêtre, seul survivant de la lignée maudite, avait hérité du domaine dans une atmosphère de soupçon et de terreur. Son seul héritier étant soupçonné de meurtre, le prieuré était revenu à la couronne. D'ailleurs, l'accusé n'avait rien fait ni pour se disculper, ni pour recouvrer son bien. Ébranlé par une horreur qui dépassait la conscience ou la peur de la justice, et poussé par le désir impérieux de bannir le vieux bâtiment de sa vue et de sa mémoire, Walter de la Poer, 11e baron d'Exam, s'enfuit en Virginie, où il fonda une famille qui, au siècle suivant, prit le nom de la Poer. On peut remarquer la subtilité dans la façon de nommer de Lovecraft, hein, oui, de la Poer. Ça me fait toujours rire à chaque fois, ça. J'avoue que je l'ai pas, la blague, pour le coup. Bah, de la peur. Ah oui, il faut... Ouais, je suis pas doué, hein. En plus, bon, la plupart de ces personnages, ils ont des noms normaux, mais eux, c'est de la Poer. Faudrait que je vois sur la version anglaise comment c'est écrit, parce que si c'est écrit, genre... vraiment comme en français, je sais pas s'il a fait exprès ou si c'est la traduction en fait. Vérification faite, il s'appelle bien aussi de la Poer en anglais, ce qui veut dire que Lovecraft a glissé du français parce que c'est totalement fait exprès qu'il s'appelle de la peur. Mais donc ouais, c'est une référence en français. Lovecraft, tu m'étonnes, toi qui de temps à autre insultes les Français. Ouh, cocorico. Le prieuré d'Exam était donc resté à l'abandon, bien qu'il fût rattaché au domaine de la famille Norris et fit l'objet de nombreuses études en raison de son étrange architecture composite, faite de tours gothiques reposant sur une infrastructure saxonne ou romane, dont les fondations appartenaient à un ordre, ou mélange d'ordres, encore plus ancien, puisqu'elles étaient d'origine romaine, voire druidique ou galloise, si on en croit les légendes. Le spam de rats dans les gifs de rats, là. Ces fondations étaient tout à fait singulières, car elles se perdaient d'un côté dans le calcaire massif de la falaise depuis le bord de laquelle le prieuré dominait une vallée désolée à 5 km à l'ouest du village d'Anchester. Mieux. Si les architectes et archéologues aimaient à examiner cette relique insolite des siècles oubliés, les campagnards la détestaient. Ils la détestaient déjà des centaines d'années auparavant, quand mes ancêtres y vivaient, et cela continuait alors qu'elle était à l'abandon, couverte de mousse et de moisissures. Je n'étais pas arrivée à Manchester depuis plus d'un jour que je me savais déjà née dans une maison maudite. Et cette semaine, les ouvriers ont fait sauter le prieuré d'Exam. Ils s'emploient maintenant à en faire disparaître les fondations. Si j'en avais soupçonné la nature,
c'est avec joie que j'aurais abandonné le prieuré d'Exam à sa mousse, ses chauves-souris et ses toiles d'araignée. Mon père est mort en 1904, sans léguer aucun message, que ce soit à moi ou à mon fils unique, Alfred. Attendez, j'ai loupé une page. Ah oui, non, effectivement. On rembobine. Ah oui, aussi. Les statistiques de ma famille m'étaient connues depuis toujours, ainsi que le fait que mon premier ancêtre américain fût arrivé dans les colonies dans d'étranges circonstances. Néanmoins, je ne connaissais pas les détails, à cause de la politique du silence qui avait cours chez les Delaport. Contrairement à nos voisins planteurs, nous nous vantions rarement d'avoir eu parmi nos aïeuls des croisés ou héros du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Il n'y avait chez nous aucune transmission de tradition, exception faite de ce qui avait peut-être été consigné dans l'enveloppe scellée, que chaque père de famille laissa avant la guerre de succession à son fils aîné, afin que celui-ci l'ouvrît après sa mort. Ça, je suis désolée, je lis n'importe comment, le stress. Seules nous étaient chères les gloires qui dataient de notre migration, celles d'une lignée virginienne fière, honorable, encore que réservée et peu portée sur les relations sociales. Pendant la guerre, nos biens furent anéantis et notre existence entière fut bouleversée lorsque Carfax, notre domaine sur les rives de la James, fut brûlé. Mon grand-père, homme d'un âge avancé, avait péri dans cet incendie volontaire. Avec lui avait disparu l'enveloppe qui nous rattachait tous au passé. Je me rappelle de cette tragédie aussi clairement que le jour où je l'ai vécue, à l'âge de 7 ans, au milieu des vociférations des soldats nordistes, des hurlements des femmes et des ululements et prières des Noirs. Ça commence. Pardon. Oh, putain. Les ululements et prières des Noirs. Surtout que j'aime bien parce que c'était clairement des sudistes. Et Bien sûr. Renard, les ululements. Les ululements. Mon père était dans l'armée. Il défendait Richmond. Richmond que j'espère nous verrons quand nous lirons un jour. L'île mystérieuse. Tout va se recouper. Tout est lié. Après de nombreuses formalités, nous pûmes traverser les lignes, ma mère et moi, pour le rejoindre. Une fois la guerre terminée, nous gagnâmes tous le nord, d'où ma mère était originaire. C'est avec une impassibilité toute yankee que j'atteignis la majorité, l'âge mûr, et Ça enfin aussi, c'est la raciste. C'est pas pire que les ululements des Noirs. Ni mon père ni moi n'avons jamais su ce que renfermait l'enveloppe héréditaire. En me fondant dans la grisaille de la vie des affaires, je perdis tout mon intérêt pour les mystères manifestement enfouis dans les racines de mon arbre généalogique. Si j'en avais soupçonné la nature, c'est avec joie que j'aurais abandonné le prieuré d'Exam à sa mousse, ses chauves-souris et ses toiles d'araignée. Mon père est mort en 1904 sans léguer aucun message, que ce soit à moi ou à mon fils unique, Alfred, enfant de 10 ans, orphelin de mère. Évidemment, parce que pourquoi s'embêter d'une femme ici ? C'est lui qui inversa le sens habituel de la transmission des informations familiales. Alors que je ne pouvais lui fournir que d'amusantes suppositions sur le passé, lorsque la guerre de 1917 le conduisit en Angleterre en tant qu'officier dans l'aviation, il m'apprit au travers de ses lettres d'intéressantes légendes ancestrales. Apparemment, les Delaport avaient une histoire pittoresque, voire sinistre. En effet, un ami de mon fils, le capitaine Edward Norris du Royal Flying Corps, qui habitait près de la demeure ancestrale à Manchester, lui rapporta des superstitions paysannes dont peu de romanciers auraient pu égaler le caractère violent et fantastique. Norris lui-même, bien entendu, ne les prenait pas réellement au sérieux, mais elles amusèrent mon fils et firent de bons sujets pour sa correspondance avec moi. Ce sont vraiment ces légendes qui attirèrent mon attention sur mon héritage transatlantique et me décidèrent à acheter et rénover cette demeure familiale que Norris montra à Alfred dans son pittoresque abandon et qu'il s'était proposé de lui avoir à un prix étonnamment raisonnable, puisque son oncle en était l'actuel propriétaire.
Je fis l'acquisition du prieuré d'Exam en 1918, mais fus presque aussitôt détournée de mes projets de restauration par le retour de mon fils, invalide et mutilé. Je consacrai les 2 années que dura encore sa vie à le soigner, allant même jusqu'à confier mes affaires à des associés. Je me suis niqué la voix là, avec mon rire de tout à l'heure. En 1921, endeuillé et sans but, m'étant retiré de l'industrie alors que je n'étais déjà plus jeune, je décidai pour les années qui me restaient de m'occuper de ma nouvelle propriété. En décembre, je me rendis à Manchester, où je fus reçu par le capitaine Norris, aimable jeune homme grassouillet qui avait une haute opinion de mon fils. Il m'aida à rassembler plans et anecdotes pour me guider dans les futures restaurations. Voir le prieuré lui-même ne me procura aucune émotion. Ce n'était qu'un fouillis branlant de ruines médiévales couvertes de lichens, fouillis constellé de nids de corbeaux et dangereusement perché au bord d'un précipice. Il ne restait ni plancher, ni cloison, juste les murs de pierre des tours indépendantes. Tout en reconstituant progressivement l'apparence de l'édifice tel qu'il avait été lorsque mes ancêtres l'avaient abandonné, plus de 3 siècles auparavant, je commençai à recruter des ouvriers pour la construction. Chaque fois je dus m'éloigner des environs immédiats, car les habitants d'Anchester concevaient à l'égard de cette maison une peur et une haine presque incroyables, si puissantes qu'elles se transmettaient parfois aux ouvriers extérieurs au village, ce qui provoqua nombre de désertions. Ces sentiments semblaient s'étendre au prieuré, mais aussi à la famille qui l'avait habité. Mon fils m'avait raconté qu'on l'évitait parfois lors de ses visites, parce que c'était un lapoeur. Je m'aperçus que j'étais moi-même victime d'un discret ostracisme pour une raison similaire. Pour en finir, il me fallut convaincre les paysans que j'ignorais presque tout de mon héritage. Mais même alors, ils continuèrent de me montrer une antipathie renfrognée, si bien que je fus obligé de recueillir la plupart des traditions locales par l'intermédiaire de Norris. Peut-être les gens m'en voulaient-ils d'être venus restaurer un symbole qui leur faisait horreur, car, à tort ou à raison, ils considéraient le prieuré d'Exam comme rien de moins qu'un repère de démons et de loups-garous. En rassemblant les récits que Norris recueillait pour moi et en les complétant de comptes rendus de plusieurs savants qui avaient étudié les ruines, je conclus que le prieuré d'Exam était bâti sur le site d'un temple préhistorique, un édifice druidique ou pré-druidique, sans doute contemporain de Stone Age. Il était presque certain que l'on avait célébré dans ces murs des rites indescriptibles. On retrouvait d'ailleurs des éléments de ces rites dans le culte de Cybèle, introduit par les Romains. On rentre dans un autre grand favori de Lovecraft, les cultes ancestraux par les Grecs, les Romains, tout ça. Il avait très peur des cultes ancestraux. On voit l'horreur de ce qu'on pouvait considérer à l'époque comme, peut-être que je fais un anachronisme, mais du paganisme quelque part. Ah oui, complètement. Des mythes païens, tout ça, c'est terrifiant. Après, je peux comprendre Lovecraft. Oui, les mythologies peuvent vraiment être terrifiantes. Sur les inscriptions encore visibles, on distinguait des groupes de lettres qui ne trompaient pas. Div, Ops, Magna, Mat. Signe de la Magna Mater, sinistre culte que l'on chercha en vain à interdire aux citoyens romains. Manchester était le site du camp de la 3e Légion d'Auguste, comme l'attestent de nombreux vestiges. On raconte que le splendide temple de Cybèle grouillait d'adorateurs qui célébraient des cérémonies indicibles. Indicibles, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Sous l'égide d'un prêtre phrygien. Il a un problème contre les Phrygiens. D'après les légendes, la chute de cette vieille religion ne mit pas fin aux orgies qui se tenaient au temple, mais les prêtres survécurent dans une nouvelle foi, sans avoir vraiment changé. De même, on racontait que les rites n'avaient pas disparu avec les Romains, et que les Saxons avaient fait des ajouts à ce qui restait du temple, ce qui avait donné à ce dernier la silhouette qu'il conservait dans les grandes lignes, et en avait fait le centre d'un culte redouté dans la moitié de l'Heptarchie. Vers l'an 1000,
Une chronique décrit le lieu comme un important prieuré de pierre, abritant un étrange et puissant ordre monastique, et entouré de vastes jardins qui n'avaient pas besoin de murs pour tenir à distance le peuple effrayé. Les Danois ne le détruisirent pas, mais après la conquête normande, il dut décliner considérablement, car il n'eut aucune opposition lorsque Henri III attribua le site à mon ancêtre Gilbert de la Poer, premier baron d'Exham, en 1261. Si aucun bruit négatif ne circule sur ma famille jusqu'à cette date, quelque chose d'étrange s'est sans doute produit alors. Dans une chronique de 1307, on dit d'un La Poer qu'il est maudit de Dieu. Dans les légendes du village qui parlent du château, qui se dressa sur les fondations de l'ancien temple et du prieuré, il est sans cesse question de peur panique et maléfique. Les histoires racontées au coin du feu étaient des plus sinistres, d'autant plus épouvantables qu'elles étaient faites de sous-entendus effrayés et évasifs. Mes ancêtres y étaient considérés comme des démons de père en fils, à côté desquels Gilles de Rais et le marquis de Sade seraient passés pour de simples novices. On insinuait à voix basse qu'ils étaient responsables de la disparition occasionnelle de villageois sur plusieurs générations. Les pires personnages de ces récits, apparemment, étaient les barons et leurs héritiers directs. En tout cas, c'est à leurs propos que l'on faisait le plus d'insinuations. Si un héritier montrait des tendances plus saines, disait-on, il mourait jeune et dans des conditions mystérieuses, pour faire place à un autre rejeton plus normal. Il semblerait que la famille ait célébré un culte secret, présidé par le maître de maison et parfois réservé à quelques membres. Ce culte était manifestement fondé sur le tempérament davantage que sur l'hérédité, puisque plusieurs pièces rapportées y adhérèrent. Lady Margaret Trevor de Cornouailles, épouse de Godfrey, second fils du 5e baron, devint le croque-mitaine attitré des enfants dans tout le pays, et la démoniaque héroïne d'une vieille ballade horrible que l'on entend encore près de la frontière galloise. A aussi survécu en chanson, bien que pour des raisons différentes, l'horrible histoire de Lady Mary de la Poer, peu de temps après avoir épousé le comte Shrewsfield. Le gars il s'appelle Chant de Musaraigne. La détresse. Dis donc, pour une histoire qui parle de rats. Tout est lié, tout est voulu. Qui peu de temps après avoir épousé le comte de Shrewsfield, fut tué par son mari et la mère de ce dernier. Les musaraignes se rebellent. Pardon. Les musaraignes n'étaient pas d'accord. Non, les musaraignes ne font pas partie des rats. On n'est pas... Les musaraignes sont en colère. Ces deux meurtriers reçurent l'absolution et la bénédiction du prêtre auquel ils confessèrent ce qu'ils n'osèrent révéler à la face du monde. Ces mythes et ballades caractéristiques d'une campagne grossièrement superstitieuse me repoussaient au plus haut point. Ah, ça y est, les campagnards s'en prennent plein la gueule. Non mais, faudrait compter, genre faire un espèce de compte à chaque fois qu'on... Un petit bingo. On lit un bingo. À chaque fois qu'on fait un Lovecraft, de qui c'est qui s'en prend plein la gueule à chaque fois. Genre, là on a déjà les ululements des noirs, donc c'est raciste. Puis on va avoir le chat négro après. Ouais, même si Négro est quand même un putain d'héros. Hein, mais, le chat en vrai, il est dépeint sous de bons jours. Mais oui, donc les campagnards, deuxième tacle. Je trouvais particulièrement agaçant qu'il s'applique avec tant d'insistance à tant de mes ancêtres. Et cependant, les allégations de comportements monstrueux me rappelaient désagréablement le seul scandale... Ah, voilà. Le Congo. Le seul scandale connu qui ait frappé mes parents proches. Le cas de mon cousin, le jeune Randolph de la Poer de Carfax, qui, à son retour de la guerre avec le Mexique, alla vivre parmi les Noirs et devint prêtre vaudou. Ah, le racisme contre le vaudou, alors que n'oubliez pas les enfants, le vaudou est une vraie religion à respecter. Yes, voilà. Donc on a un petit tacle sur le vaudou et les Noirs.
Le prêtre vaudou, là. Il alla vivre parmi les Noirs et devint prêtre vaudou. Non, mais je sais pas qu'est-ce qui est le pire entre le fait qu'il soit prêtre vaudou ou s'il vit parmi les noirs. Ah, ce que j'aime bien, c'est qu'il arrive à devenir prêtre, genre aussi. Oh putain. Non mais Plume de Jet, t'as rien vu. Vraiment, les rats dans les murs, c'est vraiment smooth niveau racisme. Oui, c'est Red vraiment pas le pire. Red Hook, c'est abominable niveau racisme. Non, il y a vraiment des fois où Lovecraft, genre vraiment, il est en mode. Par exemple, quand en fait, je sais pas, genre, il décrit des noirs, genre, il est en mode, oui, ils ont la débilité sur le visage, enfin, vraiment des trucs horribles, quoi. Ouais, c'est moi celui qui me fait le plus rire. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on la lise, celle-ci aussi. C'est dans Herbert West Reanimator. D'ailleurs, je veux trop voir les films, ils ont l'air hilarants, putain. Mais dans Herbert West Reanimator, à un moment, il réanime un noir et il fait... il dit oui, donc c'était un espèce de gorille avec des bras si longs que j'aurais envie de les appeler des pattes avant. Ah, c'est immonde. Je trouvais beaucoup moins troublantes les rumeurs plus vagues faisant état des hurlements et autres gémissements entendus dans la vallée stérile, battue par les vents qui s'étendaient au pied de la falaise de calcaire. De mauvaises odeurs remontant du cimetière après les pluies printanières, d'une créature blanche qui aurait couiné sous les sabots du cheval de Sir John Clave. Celle-ci, c'est la plus pathétique, genre... Ouais, il y a un truc blanc qui a couiné sous les sabots d'un cheval d'un dude qu'on connaît pas. Oui, il a peut-être marché sur un rat, oui. Ouais, cette étrange chose blanche qui couinait, oulala. Ça, c'est les témoignages dans l'émission Mystère, pour ceux qui ont la ref. Ah bon? En gros, Mystère, c'est une émission qui était diffusée dans les années 80. Seb Dugrenier fait pas mal de réac en ce moment sur l'émission. Et globalement, en fait, c'était une émission française qui parlait des cas de paranormal. Donc, c'était paranormal dans le large. Donc, les fantômes, les aliens, la forêt brocéliande, tout. Les lutins, vraiment tout ce qui était de l'ordre du paranormal. Et essayer de te vendre ça comme à peu près du réel ou au moins un truc un peu vraisemblablant. Et beaucoup de fois, en fait, ils prenaient des témoignages de gens en France. Et très souvent, c'est super ridicule. C'est un peu de cet ordre-là, honnêtement. Genre, oui, une bête blanche qui couine, des pommes qui lévitent, enfin, des trucs trop random. Donc, il y a vraiment cette vibe, quoi. Voilà. En vrai, le vaudou... Enfin, ouais, si, on peut laisser le vaudou. Les Français, ils se font pas tacler tant que ça. Tu peux mettre l'arabe dément Abdullah Lazred. Parce que ça, le nombre de fois où on le réentendra dans un Lovecraft. On peut mettre aussi une population métissée. Mm-hmm. Les femmes. Les femmes. Ou l'absence de femmes, par conséquent. Ouais, les femmes ou leur absence, en effet. Ah, est-ce qu'on pourrait rajouter au bingo, dû à l'absence de femmes, un certain homo-érotisme. Très léger, mais qui est là. Ouais, très léger, oui, très léger. Quand on lira Herbert West Reanimator, je suis désolée, ils vivent ensemble, ils sont totalement gays, là. Non, mais c'est dans la première nouvelle que tu m'as fait écouter avec Corona Borealis, là. Ah oui, oh, celle-ci, elle est si gay. Un petit peu narcissique aussi, parce qu'on sait pas vraiment trop le principe, mais... Ouais, mais en fait, ça, c'est un truc, genre, l'absence de femmes, ça rend les trucs très vite très gays, en fait. Ouais, non, mais il y en a certaines, c'est genre vraiment, vraiment gay, parce que Herbert West Réanimateur, ils vivent ensemble. Genre, c'est deux médecins qui vivent ensemble tout le temps. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bon, je suis sûre qu'on va trouver. Alors... Ah oui, donc la créature blanche qui aurait couiné sous les sabots du cheval de Sir John Clave une nuit dans un champ loin de tout, et d'un domestique rendu fou par ce qu'il a vu au prieuré en plein jour. Je n'y voyais qu'un banal fatras d'histoire de fantômes. Or, à l'époque, j'affirmais mon scepticisme.
Les disparitions de paysans étaient certes plus difficiles à nier, mais pas particulièrement significatives, étant donné les mœurs médiévales. Les fouineurs trouvaient généralement la mort, et plus d'une tête coupée fut exposée à la vue de tous sur les bastions aujourd'hui disparus, autour du prieuré d'Exam. Quelques récits extrêmement pittoresques me firent regretter de ne pas m'être davantage intéressé à la mythologie comparée dans ma jeunesse. Par exemple, selon une croyance, une légion de démons à ailes de chauve-souris venait chaque nuit tenir un sabbat de sorcières. Un sabbat de sorcières. Les sorcières, il faut le noter. Les sorcières, ouais. Les sorcières / les sorciers, mais ouais, genre les sabbats de sorcières. On peut mettre les sabbats. Vraiment, il y a une vibe du dictionnaire démoniaque là-dedans. Oui. Et peut-être la subsistance de la dite légion expliquait-elle la délirante surabondance de légumes communs récoltés dans les vastes jardins. Mais l'histoire la plus frappante était la spectaculaire épopée des rats. Une armée galopante de ces immondes vermines jaillit du château 3 mois après la tragédie qui avait condamné celui-ci à l'abandon. Une armée de créatures sales, maigrelettes et affamées, qui avait tout détruit sur son passage et dévoré volailles, chats, chiens, cochons, moutons et même 2 malheureux êtres humains, avant d'épuiser sa fureur. Un ensemble de mythes spécifiques gravite autour de cette inoubliable armée de rongeurs qui se répandit dans les maisons du village en apportant malédiction et horreur dans son sillage. Telles étaient les légendes qui m'assaillaient, tandis que je poursuivais, avec l'obstination de mon âge, la restauration de la demeure de mes ancêtres. Il ne faut pas croire un instant que ces récits formaient l'essentiel de mon environnement psychologique. Par ailleurs, je bénéficiais des louanges et encouragements constants du capitaine Norris et des archéologues qui m'entouraient et m'aidaient. Une fois ce travail terminé, plus de 2 ans après son commencement, je contemplais les grandes salles, les murs lambrissés, les plafonds voûtés, les fenêtres à meneaux et les larges escaliers, avec une fierté qui compensait pleinement les dépenses prodigieuses liées à la restauration. Chaque détail du Moyen-Âge était habilement reproduit, et les parties neuves du bâtiment se mariaient parfaitement avec les murs et fondations d'origine. La maison de mes pères était terminée, et j'avais hâte de réhabiliter auprès des gens des environs cette lignée qui se terminait avec moi. Je n'avais qu'à m'y installer de façon permanente pour prouver qu'un Lapoer, car j'avais repris l'orthographe originelle de mon nom de famille, pouvait être autre chose qu'un démon. We'll see about that. C'est ça, well, that's not going to happen, bro. Le réconfort que je ressentais venait peut-être en partie du fait que l'intérieur du prieuré d'Exam, s'il était doté des commodités médiévales, était en réalité totalement neuf. Il n'abritait donc ni la vermine, ni les fantômes d'antan. Comme je l'ai déjà dit, j'emménageai le 16 juillet 1923. Ma maisonnée comprenait 7 domestiques et 9 chats, une espèce pour laquelle j'avais une tendresse particulière. Mon plus vieux chat, Noiro. Ah, ils l'ont appelé Noiro dans cette version. Noiro. Le voilà, Noiro. Oui, donc alors, pour ceux qui n'ont pas entendu ce que j'ai dit avant de lancer le live, Lovecraft avait une fâcheuse tendance déjà à prendre visiblement que des chats noirs. Dans ses histoires, à chaque fois, c'est un chat noir. Et il utilisait le N-word pour nommer ce chat. Son vrai chat s'appelait N-word. Et du coup, à chaque fois que vous voyez un chat dans les écrits de Lovecraft qui s'appelle Noiro, sachez que son nom d'origine, c'est le N-word. Ah là là, Lovecraft, sacré chenapan. Ouais, voilà, Lovecraft était raciste comme ça. Et non, mais c'est un truc d'ailleurs, ça c'est... à chaque fois, genre, les gens ils sont là. Ouais, allez, regardez le nom du chat de Lovecraft. Et c'est trop drôle de voir tout le monde s'offenser. Et quand on lit Lovecraft, on est genre en mode. Non mais,
genre on fait un peu plus les chats, quoi. Oh, il a appelé son chat Noiro. Ouais, bah si, il avait fait que ça, Lovecraft. C'est ça, non mais bah, quand tu lis Lovecraft, t'es vraiment en mode ouais, grosse coupe. C'est genre... Non, mais alors après, pour tous ceux qui veulent genre lire Lovecraft et puis qui se disent quand même ah le gars il est pas cool, rassurez-vous sur un point, Lovecraft s'est passé dans le domaine public et il est mort depuis longtemps. Vraiment, si vous lisez ou achetez un livre avec des histoires de Lovecraft, sachez que vous ne lui donnerez pas de l'argent, vous ne le financerez pas. Et puis d'ailleurs, sincèrement, les gens qui vous disent qu'ils aiment Lovecraft, à part si c'est des gros cons eux-mêmes, il y en aura aucun qui va glorifier son idéologie. Genre, tous ceux qui lisent Lovecraft et qui sont fans de Lovecraft sont très conscients que Lovecraft est très raciste. Et je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, enfin, c'est vraiment... Ouais, genre, personne ne nie ça. Personne ne nie ça. Ouais, non, c'est... Bref, continuons notre petite épopée. Nous avons l'entrée en scène de Noiro. Oui, Noiro. D'ailleurs, j'aime bien. Il a 9 chats. 9, c'est déjà aussi, genre en termes de chiffres cabalistiques, 9, ça se pose là, quoi. Qui a 7 ans, Noiro. Le chat a 7 ans. 7 aussi, c'est un chiffre cabalistique, hein. Bon. Il me fatigue, ce gosse. Arrivé avec... Mon plus vieux chat, Noiro, 7 ans, était arrivé avec moi de ma maison de Bolton, dans le Massachusetts. J'avais recueilli les autres alors que je vivais avec la famille du capitaine Norris pendant la restauration du prieuré. 5 jours durant, notre vie s'écoula dans le plus grand calme. Je consacrais la plus grande partie de mon temps à classer les vieux documents portant sur ma famille. Je m'étais procuré des comptes rendus très détaillés sur la tragédie finale et la fuite de Walter de la Poer, sujet dont j'estimais qu'il formait probablement le contenu du document héréditaire qui avait disparu dans l'incendie de Carfax. Il apparaissait que mon ancêtre avait été fort logiquement accusé d'avoir tué dans leur sommeil tous les habitants de la maison, hormis 4 complices, parmi les domestiques. Environ 2 semaines après une découverte bouleversante qui modifia son comportement du tout au tout et dont il ne révéla la nature à personne, sinon de manière allusive, à part peut-être aux domestiques qui l'assistèrent avant de s'évanouir dans la nature. Ce massacre délibéré, qui avait notamment pour victime un père, 3 frères et 2 sœurs, fut pardonné par la majorité des villageois, et la justice le traita avec un tel laxisme que le coupable put partir sans heurts ni déshonneur, et sans avoir à se cacher. Dans l'ensemble, il se murmurait qu'il avait purgé le pays d'une malédiction immémoriale. J'aurais bien du mal à imaginer quelle découverte aurait pu le pousser à perpétrer un acte si terrible. Walter de la Poer devait connaître depuis des années les sinistres histoires qui couraient sur sa famille, si bien qu'elle ne pouvait pas être la cause du passage à l'acte. Mais alors, avait-il été témoin de quelque effroyable rite antique, ou était-il tombé sur un symbole effrayant et révélateur au prieuré ou dans les alentours ? En Angleterre, il avait la réputation d'être un jeune homme doux et timide. En Virginie, il ne paraissait ni dur ni amer, mais plutôt tourmenté et inquiet. Un autre gentleman aventurier, un certain Francis Harley de Bellevue, le décrivait comme un homme exceptionnellement juste, honorable et fin. Le 22 juillet se produisit le premier incident qui, bien que pris à la légère à l'époque, prend un sens surnaturel au vu des événements ultérieurs. Il était presque négligeable tant il paraissait banal, et, étant donné les circonstances, il ne pouvait que passer inaperçu. Il faut en effet se rappeler que je me trouvais dans un bâtiment refait à neuf, à l'exception des murs extérieurs, et que j'étais entouré d'un personnel équilibré. Malgré le lieu, il eût été absurde de ressentir la moindre crainte. Tout ce dont je me souvins après coup, c'est que mon vieux chat noir, dont je connaissais si bien les humeurs, manifestait une inquiétude et une nervosité en contradiction totale avec son caractère naturel. Il rôdait de pièce en pièce, agité et troublé, en reniflant constamment les murs qui faisaient partie de la structure gothique. Je me rends compte que cela a tout du cliché.
On dirait l'incontournable chien des histoires de fantômes, qui grogne toujours avant que son maître ne voie la silhouette couverte d'un drap. Néanmoins, je ne puis supprimer cet épisode de mon histoire sans nuire à la logique de son ensemble. Le lendemain, un domestique se plaignit de l'agitation qui régnait chez tous les chats de la maison. Il vint me voir dans mon bureau, une pièce en hauteur, exposée à l'ouest, au 3e étage, avec plafond à voûte d'arête, boiserie en chêne noir et triple fenêtre gothique surplombant la falaise de calcaire et la vallée désolée. Et alors même qu'il me parlait, je vis la silhouette noire de Jed Noirot glisser le long du mur ouest et gratter les panneaux neufs qui recouvraient la vieille pierre. Je répondis au domestique que l'ancienne maçonnerie devait émettre une odeur ou une émanation bizarre, imperceptible pour les sens humains, mais affectant les délicats organes félins, et ce même à travers les boiseries. Je croyais vraiment ce que j'avançais, et lorsque mon employé suggéra qu'il y avait peut-être des souris ou des rats, je répliquai qu'il n'y avait pas eu de rats dans cette maison depuis 300 ans, et que même les mulots de la campagne environnante ne risquaient guère de venir errer dans ces hauts murs où on ne les avait jamais vus s'aventurer. L'après-midi même, je rendis visite au capitaine Norris, qui jugea tout à fait invraisemblable que des mulots infestent le prieuré d'une manière si soudaine et inattendue. Cette nuit-là, me passant comme d'habitude de valet, je me retirai dans la chambre de la tour ouest que je m'étais choisie. De mon bureau, on la rejoignait par un escalier de pierre et une courte galerie, le premier étant partiellement ancien, la seconde complètement restaurée. Ma chambre était circulaire, très haute et sans lambris. Les murs étaient couverts de tentures que j'avais choisies moi-même à Londres. En voyant que Noirot était avec moi, je refermai la lourde porte gothique et allai me coucher à la lumière des ampoules électriques, habile imitation de chandelles. Enfin, j'éteignis et m'allongeai sur le lit à baldaquin, sculpté et surmonté d'un ciel de lit. Le vénérable chat se coucha à sa place habituelle, c'est-à-dire sur mes pieds. N'ayant pas tiré les rideaux, je regardais par l'étroite fenêtre qui me faisait face. Ces délicats remblages se découpaient joliment sur un ciel à la légère luminosité d'aurore. Je dus finir par m'endormir, car je me rappelle nettement avoir eu l'impression de sortir d'un rêve étrange, lorsque le chat, jusque-là calme, eut un violent sursaut. Dans la lumière du dehors, je vis qu'il tendait le cou, les pattes avant sur mes chevilles, pattes arrière étirées derrière lui. Il avait les yeux rivés sur un point du mur, un peu à l'ouest de la fenêtre, un point où, personnellement, je ne distinguais rien de notable, mais sur lequel je concentrais toute mon attention. À force d'observation, je vis que Noirot ne s'agitait pas en vain. Je ne saurais dire si la tenture bougeait vraiment. Je pense que oui, très légèrement. Toutefois, je peux jurer avoir entendu un bruit sourd et distinct de galopade de rats ou de souris. Aussitôt, le chat bondit sur la tapisserie, qui s'affaissa sous le poids de l'animal, et, en tombant, dévoila un vieux mur de pierre, humide, restauré ici et là par les ouvriers, et sur lequel je n'aperçus pas le moindre rongeur. Noirot allait et venait à toute vitesse devant le mur dénudé, plantant ses griffes dans la tapisserie tombée à terre, et essayant apparemment de passer une patte entre le dit mur et le plancher de chêne. J'aime bien, vous faites les illustrations dans le chat, là. Ah ouais? On a une image de mur. Nous sommes de grands artistes. Ne trouvant rien, il finit par revenir, l'air las, se coucher sur mes pieds. Je n'avais pas bougé, mais je ne retrouvais plus le sommeil de toute la nuit. Le matin venu, j'interrogeai tous les domestiques et appris qu'ils n'avaient rien remarqué d'inhabituel. Seule la cuisinière se rappelait avoir vu un chat se conduire étrangement alors qu'il était couché sur le rebord de sa fenêtre. L'animal s'était mis à hurler à une heure indéterminée de la nuit. Cela avait réveillé la domestique, qui avait juste eu le temps de le voir filer à toutes jambes par la porte ouverte et dévaler l'escalier. Je passai l'heure de midi à faire la sieste et, dans l'après-midi, je rendis de nouveau visite au capitaine Norris. Cette fois-ci,
Il parut vraiment intéressé par ce que je lui racontais. Ces incidents étranges, aussi curieux qu'ils semblaient triviaux, titillèrent son goût pour le pittoresque et lui rappelèrent certaines histoires de fantômes de la région. La présence de ces rongeurs nous laissait vraiment perplexes. Norris me prêta des pièges et de la mort aux rats. En rentrant, j'ordonnai aux domestiques de disposer tout cela à des endroits stratégiques. Je me couchai tôt, car j'étais fatiguée, mais je fus tourmentée par des rêves de la pire espèce. Il me semblait que je contemplais depuis une immense hauteur une grotte crépusculaire au sol couvert d'une couche de déchets qui arrivait aux genoux d'un porcher démoniaque à la barbe blanche, menant avec son bâton un troupeau de bêtes flasques et fongueuses dont l'apparence m'inspirait une indescriptible répulsion. Tout à coup, alors que le porcher venait de s'arrêter et commençait à piquer du nez, une formidable nuée de rats s'abattit sur l'abîme malodorant et dévora aussi bien les bêtes que leurs gardiens. Je fus brusquement tiré de ce rêve effroyable par les mouvements de Noiraud, qui était comme d'habitude couché sur mes pieds. Cette fois, je n'eus pas à m'interroger sur la raison de ces grognements et crachements, et de la peur qui le poussa à enfoncer ses griffes dans ma cheville, sans s'apercevoir qu'il me faisait mal. Car de tous les côtés de la chambre, les murs grouillaient d'un bruit écœurant de vermine, le bruit d'énormes rats, affamés, rampant sur la pierre. Cette fois, point d'aurore pour me montrer la tapisserie, dont la partie tombée la veille avait été remise en place. Cependant, je n'étais pas effrayée au point de ne pouvoir allumer la lumière. À l'instant où les ampoules s'illuminèrent, je vis un horrible tremblement agiter toute la tapisserie, dont les motifs assez particuliers se lancèrent dans une étrange danse macabre. Le mouvement cessa presque aussitôt, et le bruit avec. Je me levai d'un bond, piquai la tapisserie du bout d'un long manche d'une bassinoire posée non loin, puis je soulevai un coin pour voir ce qu'il y avait dessous. Je ne vis que le mur de pierre restauré. D'ailleurs, le chat lui-même n'était plus crispé par ces présences anormales. En examinant le piège circulaire que l'on avait placé dans ma chambre, je vis que toutes les ouvertures s'étaient déclenchées, mais qu'il n'y avait pas la moindre trace de ce qui avait été pris et s'était échappé. Puisqu'il était hors de question que je me rendorme, j'allumai une bougie, ouvris la porte et sortis dans la galerie que je remontais dans la direction de l'escalier menant à mon bureau, suivi de près par mon chat. Mais avant que nous n'ayons atteint les marches de pierre, Noiraud partit à toute vitesse en avant et dévala le vieil escalier. Alors que je descendais à mon tour, j'entendis soudainement des bruits dans la grande salle en contrebas, des bruits sur lesquels il était impossible de se méprendre. Les boiseries en chaîne de la pièce grouillaient de rats qui détalaient et tournoyaient pendant que Noiraud courait en tous sens, avec la fureur du chasseur impuissant. En arrivant au bas des marches, j'allumai la lumière. Cette fois, cependant, le brouhaha ne perdit pas en intensité. Les rats poursuivaient leur émeute en chargeant avec une telle force et une telle unité que je pus enfin déterminer la direction de leur exode. Les créatures, apparemment innombrables, s'étaient lancées dans une prodigieuse migration, quittant des hauteurs inconcevables pour des profondeurs vraisemblablement ou invraisemblablement lointaines. J'entendis alors des pas dans le couloir et, un instant plus tard, 2 domestiques ouvrirent la porte massive. Ils fouillaient la maison à la recherche de la cause mystérieuse de la panique des chats, qui avaient dévalé plusieurs étages en grondant pour aller se tapir et miauler devant la porte close du second sous-sol. Je demandai aux domestiques s'ils avaient entendu les rats, mais ils répondirent par la négative. Et alors que je me tournais pour attirer leur attention sur les bruits derrière les boiseries, je m'aperçus qu'ils avaient cessé. Je descendis avec les 2 hommes jusqu'à la porte... Non. Si. Si. Ah ouais? Je descendis avec les 2 hommes jusqu'à la porte du second sous-sol, mais les chats s'étaient déjà dispersés. Je décidai d'explorer plus tard la crypte sous nos pieds,
et me contentais de faire le tour des pièges à rats. Ils s'étaient tous déclenchés, mais étaient tous vides. Convaincu que personne n'avait entendu les rats à part les félins et moi, je restais assis dans mon bureau jusqu'au matin, plongé dans mes pensées, me remémorant jusqu'aux plus petits fragments de légende que j'avais exhumés à propos du bâtiment que j'habitais. Je dormis un peu dans la matinée, affalé dans le seul fauteuil confortable que j'avais pu me résoudre à bannir de mes projets de reconstruction d'un mobilier médiéval. Non mais same here, hein, non, sincèrement, genre... Ouais, non, j'ai besoin d'un bon fauteuil. Exactement, renard. Ils sont vraiment en train de tout illustrer, ça m'extermine. Non mais j'aime bien cette trend, allez-y, continuez. J'ai hâte de voir ce que vous allez sortir pour les passages racistes. Plus tard, je téléphonais au capitaine Norris, qui vient m'aider à explorer la cave. Ma voix... Ma voix qui me quitte complètement, c'est bien. Tu prendras la prochaine fois de quoi boire, peut-être, pour ta gorge. Non mais je sais pas, je me suis juste niqué la voix, là. Oui. Mais ça va avec l'ambiance, c'est bien. La voix casée, cancéreuse, là. Ouais, je peux faire mieux encore. Nous ne trouvâmes absolument rien de fâcheux, Non, mais non, ne pûmes réprimer un frisson à l'idée que cette crypte pas- avait été bâtie par la main des Romains. Les Romains sont là encore. Les Et Romains. voilà. Chaque voûte basse, chaque pilier massif était romain, non pas du roman avili de ces incompétents de Saxons. Ça va, oui. Il est en train de taper son... Ceux-là, ils rentrent pas dans le bingo, mais par contre, c'est vrai que si on fait genre un compteur de tous ceux qui s'en sont pris plein la gueule, pour l'instant, on a les Noirs, on a les Campagnards. Mhm. Attendez, faites la liste là, parce que sinon j'ai oublié. Les Saxons. Les Saxons, et il y a qui d'autre? Qui d'autre s'en est pris plein la gueule ici? Ah oui, le vaudou. Religion étrangère, donc c'est pas bien. Ouais, religion étrangère, ouais. Culte. Vous en êtes loin dans la lecture. Bah oui, assez. Ça fait un moment qu'on a commencé. Ça commence à 20h le... Plus tard, je téléphonais au capitaine Norris, qui vient m'aider à explorer la cave. Ma voix... Ma voix qui me quitte complètement, c'est bien. Tu prendras la prochaine fois de quoi boire, peut-être, pour ta gorge. Non mais je sais pas, je me suis juste niqué la voix, là. Oui. Mais ça va avec l'ambiance, c'est bien. La voix casée, cancéreuse, là. Ouais, je peux faire mieux encore. Nous ne trouvâmes absolument rien de fâcheux, Non, mais ne non. pûmes réprimer un frisson à l'idée que cette Oui, crypte pas- avait été bâtie par la main des Romains. Les Romains sont là encore. Les Et Romains. voilà. Chaque voûte basse, chaque pilier massif était romain, non pas du roman avili de ces incompétents de Saxons. Ça va, oui. Il est en train de taper son... Ceux-là, ils rentrent pas dans le bingo, mais par contre, c'est vrai que si on fait genre un compteur de tous ceux qui s'en sont pris plein la gueule, pour l'instant, on a les Noirs, on a les Campagnards. Mhm. Attendez, faites la liste là, parce que sinon j'ai oublié. Les Saxons. Les Saxons, et il y a qui d'autre? Qui d'autre s'en est pris plein la gueule ici? Ah oui, le vaudou. Religion étrangère, donc c'est pas bien. Ouais, religion étrangère, ouais. Culte. Vous en êtes loin dans la lecture. Bah oui, assez. Ça fait un moment qu'on a commencé. Ça commence à 20h le mercredi, les lectures audio. Non pas du roman avili de ces incompétents de Saxons, mais du classicisme sévère et harmonieux de l'époque des Césars. En effet, sur les murs abondaient les inscriptions familières aux archéologues qui avaient plusieurs fois exploré cet endroit. Des inscriptions comme P, Getae, Prop, Temp, Dona ou
L. Prek versus pardon, il y a juste marqué VS versus Pontifiatis. Prek versus Pontifi, faites vos paris, qui va gagner? La référence à Attis me fit trembler car, ayant lu Catulle, j'avais une idée de ce qu'avaient été les rites atroces du dieu oriental dont le culte était fort lié à celui de Cybèle. À la lumière des lanternes, Noris et moi essayâmes en vain d'interpréter les étranges motifs presque effacés que l'on avait tracés sur certains blocs de pierre, vaguement rectangulaires, généralement considérés comme des autels. Nous nous rappelâmes que les chercheurs estimaient qu'un de ces motifs, une sorte de soleil rayonnant, était d'origine non romaine, ce qui suggérait que ces autels avaient simplement été empruntés par les prêtres romains à un temple plus ancien, peut-être aborigène, bâti sur le même site. Sur un bloc, nous vîmes des taches brunes qui m'intriguèrent. Le dessus du plus gros bloc, qui se trouvait au centre de la salle, portait des traces caractéristiques. Probablement avait-il servi à brûler des offrandes. Tel était le décor de cette crypte devant la porte de laquelle les chats miaulaient et où Noris et moi décidâmes de passer la nuit. Nomozo. Ah voilà, le moment homo-érotique, bingo. Non, ça va, c'est pas... Ils s'en sont pas encore à se jeter l'un sur l'autre. Ils passent la nuit ensemble. Ouh. Les domestiques nous descendirent des lits improvisés. Nous leur donnâmes pour instruction de ne pas prêter attention au comportement nocturne des félins. Quant à Noiraud, nous le gardâmes autant pour son aide que pour sa compagnie. Nous convînmes de maintenir hermétiquement close la grande porte de chêne, réplique moderne munie de fentes d'aération. Enfin, après avoir pris toutes ces mesures, nous nous couchâmes, sans éteindre nos lanternes, dans l'attente de ce qui allait peut-être se produire. Vous êtes incroyable. C'est incroyable, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais juste, ils continuent d'illustrer, ça me fait trop rire. Tellement un move de génie de continuer d'illustrer comme ça. Ah non, mais franchement, faites-moi pareil la prochaine fois quand je ferai mes descriptions de poissons, là, sur Familieux sous les mers. Oui, tout de suite. Pendant que je galérerai et que j'écorcherai absolument tous les mots, telle la mauvaise lectrice que je suis. La crypte était très profondément enfouie dans les fondations du prieuré, et certainement située très bas dans la face de la falaise de calcaire en saillie, surplombant la vallée déserte. Impossible de douter qu'il s'agissait là de la destination de la grouillante et inexplicable armée de rats. Cependant, j'ignorais pourquoi. Alors que nous attendions allongés, ma veille fut troublée à plusieurs reprises par des rêves confus, d'où Noiraud, qui était sur mes pieds, me tira par ses mouvements inquiets. Ces rêves n'étaient pas sains, mais horriblement semblables à celui que j'avais fait la nuit précédente. Je revis la grotte crépusculaire et le porcher avec ses indicibles bêtes fongueuses, vautrées dans la fange. Mais à mesure que je les observais, ils me semblaient plus proches et plus distincts, si nets que je distinguais presque leurs traits. Enfin, je vis nettement ceux, flasques, d'une des bêtes, et me réveillai avec un cri tel que Noiraud se leva d'un bond et que le capitaine Noris, qui ne s'était pas endormi, éclata de rire. « Il se fout de sa gueule, Noris, là !» Il aurait ri davantage, ou peut-être moins, s'il avait su ce qui m'avait fait hurler ainsi. Mais moi-même je ne me souvins pas tout de suite. L'horreur absolue a souvent la vertu de paralyser la mémoire. Noris me réveilla lorsque les phénomènes commencèrent. Il me tira du même rêve effroyable, en me secouant doucement et en me pressant d'écouter les chats. Et il y avait vraiment matière à écouter, car derrière la porte fermée, en haut des marches de pierre,
retentissait une véritable chorale cauchemardesque de cris félins et de crissements de griffes. Pendant ce temps, Noiraud, indifférent à ses congénères, parce que Noiraud il est au-dessus de tout le monde, C'est marrant en venant de Lovecraft, pardon. mais il aimait beaucoup son chat noir Noiraud. Ce qui est ironique quelque part, je trouve. Il ose dire les racistes. Machin. Pendant ce temps, Noiraud, indifférent à ses congénères du dehors, faisait en courant à toute vitesse le tour des murs de pierre nue, dans lequel j'entendais le tohu-bohu de débandade animale qui m'avait troublé la nuit d'avant. Une terreur intense s'empara de moi, car j'étais confrontée à des anomalies telles qu'elles ne pouvaient avoir d'explication normale. Ces rats, s'il ne s'agissait pas des fruits d'un délire que seuls les chats partageaient avec moi, semblaient creuser et se glisser dans des murs romains que j'avais cru faits de blocs de calcaire massif. À moins que plus de 17 siècles d'infiltration aient percé en eux des galeries tortueuses que les rats, par les frottements de leur corps, avaient fini d'élargir. Mais, même dans ce cas, l'horreur invisible ne s'en trouvait pas amoindrie, car s'il s'agissait bien de vermines vivantes, pourquoi Norris n'entendait-il pas leur écœurant raffut? Pourquoi me pressait-il d'observer Noiraud et d'écouter les autres chats? Et pourquoi faisait-il de si vagues et si extravagantes conjectures sur ce qui les excitait de la sorte? Le temps que je parvienne à lui expliquer le plus rationnellement possible ce que je croyais entendre, mes oreilles enregistrèrent une dernière impression atténuée de cavalcade. Cette fois encore, les rats descendaient, toujours plus bas, loin en dessous du sous-sol le plus profond, au point, semblait-il, que la falaise tout entière était envahie de rafouisseurs. Les rafouisseurs, les rafongueux, tant de qualificatifs pour ces rats. Merveilleux renard. J'aurais cru que Norris se montrerait sceptique, au lieu de quoi il me parut profondément ému. Il me fit signe d'écouter. Les chats derrière la porte avaient cessé leur clameur, comme s'ils avaient abandonné tout espoir d'attraper les rats. Noiraud, lui, était de nouveau agité, et plantait frénétiquement les griffes sur le sol, autour du grand autel de pierre du centre de la pièce, autel qui était plus près de la couche de Norris que de la mienne. Ma peur de l'inconnu était désormais à son comble. Il s'était passé quelque chose de stupéfiant, et je voyais d'ailleurs que le capitaine Norris, plus jeune, plus robuste, et sans doute d'un naturel plus matérialiste que moi, était tout aussi affecté que je l'étais, peut-être à cause de sa familiarité de toujours avec les légendes locales. Sur le moment, nous dûmes nous contenter de regarder le vieux chat noir griffer avec de moins en moins de ferveur la base de l'autel, en levant la tête à l'occasion, pour miauler à mon intention avec la force de persuasion qu'il employait lorsqu'il voulait mon aide. Norris s'approcha de l'autel avec une lanterne et examina la zone que Noiraud grattait. Il s'agenouilla, sans un mot, et arracha les lichens qui avaient poussé pendant des siècles à la jonction du bloc pré-romain massif et du sol en mosaïque. Il ne trouva rien, et allait abandonner lorsque je remarquai un détail trivial qui me fit frissonner, même s'il n'impliquait rien de plus que ce que j'avais déjà imaginé. J'en parlai à Norris, et nous scrutâmes ensemble le phénomène presque imperceptible, fascinés par la découverte et la compréhension. Tout simplement, la flamme de la lanterne posée près de l'autel vacillait légèrement, mais sans qu'il soit permis d'en douter, sous l'effet d'un courant d'air qui ne l'avait pas affecté jusque-là, et qui provenait, indubitablement, de la fissure entre le sol de l'autel, à l'endroit où Norris grattait les lichens. Putain, elle était longue cette phrase. Nous passâmes le reste de la nuit dans mon bureau, bien éclairé, à discuter nerveusement de ce qui convenait de faire. Découvrir une crypte sous la plus profonde des constructions romaines connues dans les entrailles de cette bâtisse maudite, une crypte dont les archéologues, malgré toute leur curiosité, n'avaient jamais soupçonné l'existence en 3 siècles de recherche, aurait suffi à nous mettre en émoi sans qu'il y eût besoin d'y ajouter un arrière-plan sinistre. Mais en l'occurrence, nous étions 2 fois plus fascinés, et nous hésitions entre abandonner notre exploration, en quittant définitivement le prieuré par prudence superstitieuse,
ou satisfaire notre soif d'aventure et braver les horreurs qui nous attendaient peut-être dans ces profondeurs inconnues. Le matin venu, nous avions trouvé un compromis. Nous irions à Londres rassembler un groupe d'archéologues et de scientifiques capables d'éclaircir le mystère. Il me faut préciser qu'avant de quitter la crypte, nous avions vainement essayé de déplacer l'autel central, que nous considérions désormais comme une porte donnant sur un nouvel abîme de terreur indicible. Il appartenait à des hommes plus savants que nous de découvrir le secret qui permettrait de l'ouvrir. À Londres, le capitaine Norris et moi, passâmes bien des jours à exposer faits, conjectures et anecdotes légendaires à 5 éminents spécialistes à qui nous pouvions faire confiance pour respecter les éventuelles révélations familiales que les futures explorations pourraient entraîner. Nous avions en face de nous des hommes peu disposés à se moquer de nous. Au contraire, ils se montraient particulièrement intéressés et nous témoignaient une sincère compassion. Il n'est pas nécessaire de les citer tous, mais je peux dire qu'il y avait parmi eux Sir William Brinton, dont les fouilles de la Troade passionnèrent le monde en leur temps. Alors que nous prenions tous le train pour Manchester, j'avais l'impression de me trouver au bord d'effroyables révélations. Sensation qui trouva son écho dans la mine endeuillée de nombreux Américains lorsqu'ils apprirent la mort inattendue de leur président à l'autre bout du monde, le soir du 7... à l'autre bout du monde. Point. Je crois que c'est Lincoln qui se fait tuer à ce moment-là. Quelle année déjà? Ah non, remarque 1923. Non, pas du tout, c'est... Kennedy? Ou John Calvin Coolidge Jr. Calvin Coolidge. Ah, bon Junior. Bon je connaissais pas, on s'en fout. C'est pas quelqu'un Tu d'intéressant. connais Calvin Coolidge? Il est mort comment? Sûrement dans ses vieux jours, le Calvin. Alors, Calvin Coolidge, mort le 5 janvier 1933 à Northampton, Massachusetts. Non, ça marche pas. Il est mort en 29, là, on est en 29. Attends, c'est quoi tes recherches, là? J'ai tapé de président 1923. Une crise cardiaque emporta le 29e président des États-Unis, Warren Harding, en 1923. A priori, c'était Warren Harding. Bon, encore un inconnu, mais au moins on a trouvé qu'il était mort. Ouais, c'est ça, il est mort en 1923, on a trouvé, c'est Warren Harding. Harding, pardon. Le soir du 7 août, nous arrivâmes au prieuré d'Exham, où les domestiques m'assurèrent qu'il ne s'était rien produit d'anormal. Les chats, y compris mon vieux Noirot, avaient été on ne peut plus calmes, et pas un seul piège ne s'était déclenché dans la maison. Nous devions commencer notre exploration le lendemain. En attendant, j'attribuais les chambres bien aménagées à tous mes invités. Je me retirai dans ma tour, et Noirot se coucha à mes pieds. Le sommeil ne tarda pas à venir, mais de hideux cauchemars me tourmentèrent. J'eus la vision d'un festin romain digne de celui de Trimalchion, où une horreur fut servie sur un plat couvert. Puis revint cet abominable rêve récurrent du porcher et de son écœurant troupeau dans la pénombre de leur grotte. Toutefois, lorsque je me réveillai, il faisait tout à fait jour, et j'entendis en bas les bruits habituels de la maisonnée. Les rats, vivants ou fantômes, ne m'avaient pas dérangé. Quant à Noirot, il était encore paisiblement endormi. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre et qui est reparti. C'est horrible que tu dises ça. Non, ça va, il y a mon père et ma mère dans la maison, c'est probablement eux, c'est pas les rats. C'est pas les rats que moi, c'est... Oui, mais c'est horrible de dire un truc pareil, genre quelqu'un est rentré et est ressorti de ma chambre. Alors qu'il y a des rats dans les murs. Les rats spongieux. Oui. Enfin, c'est les rats fongueux. Ce gif avec tous les scientifiques autour de la table, ils m'exterminent. Bienvenue au prieuré. Attendez, je l'ai pas vu. Ah oui, attends. Oui, là. Les cloches. Oui. Excellent. Le prieuré d'Exham qui a pas du tout cette gueule, quoi.
Quant à Noirot, il était encore paisiblement endormi. En descendant, je vis que la tranquillité régnait dans le reste de la maison. Ce que l'un des savants du groupe, un certain Thornton, spécialiste de parapsychologie, attribua non sans une certaine absurdité. Tiens, allez, on peut rajouter Thornton là dans la liste des gens qui se font tacler. Au fait que j'avais enfin vu ce que certaines forces avaient souhaité me montrer. Tout était maintenant prêt et, à 11h du matin, nous descendîmes tous les 7, munis de puissantes torches électriques et de matériel de fouille. Nous verrouillâmes la porte de la crypte derrière nous. Noirot nous accompagnait, car les explorateurs ne voyaient aucune raison de mépriser sa sensibilité. De plus, ils étaient plus que contents qu'il soit présent en cas de manifestation inexplicable de rongeurs. Nous nous arrêtâmes pas longtemps devant les inscriptions latines et les motifs inconnus des autels, car 3 des savants les avaient déjà vus, et tous connaissaient leurs caractéristiques. Nous portâmes surtout notre attention sur le monumental hôtel central. En moins d'1 heure, Sir William Brinton avait réussi à le faire basculer en arrière sous l'action d'un contrepoids de modèle inconnu. N'eussions-nous pas été préparés, l'horreur qui se dévoila à nous nous aurait submergés. Par une trappe à peu près carrée dans le sol carrelé, nous contemplions, étalé sur un escalier de pierre tellement érodé qu'en son centre il n'était guère plus qu'un plan incliné, un effroyable amoncellement d'ossements humains ou semi-humains. Ceux qui formaient encore un squelette avaient une attitude de peur panique et tous portaient des traces de dents de rongeurs. Les crânes révélaient une absolue débilité, du crétinisme ou une primitivité quasi simiesque. Au-dessus des marches diaboliquement... Il y a une coquille. Sur mon livre, il y a écrit « encombré » avec un W encombré. Oh Shame. Lancez les cailloux. Lance le caillou. Encombré. Oh Encombré. Au-dessus des marches diaboliquement encombrées, un passage voûté en descente, taillé à même la roche, laissait passer un courant d'air. Pas un flux brusque et vicié, comme s'il montait d'un caveau fermé, mais une brise fraîche et relativement pure. Sans attendre, nous commençâmes, avec un frisson, à dégager un chemin pour pouvoir descendre l'escalier. C'est alors que Sir William, en examinant le sens des marques sur les parois, fit une étrange remarque. Selon lui, le passage avait été creusé de bas en haut. Je dois maintenant me montrer très prudent dans le choix de mes mots. Après nous être frayé un chemin parmi les eaux rongées sur une longueur de quelques marches, nous vîmes une lumière devant nous, non pas une phosphorescence mystique, mais la lueur filtrée du jour, qui ne pouvait provenir que de fissures inconnues dans la falaise surplombant la vallée désolée. Il n'était pas vraiment étonnant que personne n'ait remarqué ces fissures depuis l'extérieur, car non seulement la vallée est totalement inhabitée, mais la falaise est si haute et si abrupte que seul un aéronaute pourrait en étudier la paroi en détail. Quelques marches plus bas, nous eûmes littéralement le souffle coupé par ce que nous vîmes. Si littéralement d'ailleurs que Thornton, le chercheur en parapsychologie, tomba évanoui dans les bras de l'homme qui se tenait hébété derrière lui. Norris, son visage joufflu, totalement blême et flasque, se contenta de pousser un cri inarticulé. Pour ma part, je pense avoir émis un soupir ou un sifflement en me couvrant les yeux. Le savant qui se trouvait derrière moi, le seul de notre groupe à être plus âgé que moi, croissa un banal « Mon Dieu !» de la voix la plus éraillée que j'ai jamais entendue. Pardon, je l'ai mal fait. « Mon Dieu !» Monomusclé dans le groupe. Sur 7 hommes cultivés, seul Sir William Brinton garda son sang-froid, ce qui était d'autant plus impressionnant que, marchant en tête, il avait tout vu le premier.
C'était une grotte crépusculaire, d'une hauteur gigantesque, qui s'étirait à perte de vue. Un monde souterrain infiniment mystérieux et horriblement évocateur. Il y avait des bâtiments, entre autres vestiges architecturaux. D'un seul coup d'œil terrifié, je vis un étrange ensemble de tumulus, un cercle archaïque de monolithes, une ruine romaine au dôme peu élevé, une construction informe d'origine saxonne. V'là les Saxons encore. Construction informe. Et un édifice anglais primitif en bois. Mais tout cela fut éclipsé par l'abominable spectacle qu'offrait la surface du sol. Sur des mètres et des mètres s'étendait autour des marches un démentiel enchevêtrement d'ossements humains, ou, du moins, aussi humains que ceux qui jonchaient l'escalier. Telle une mer écumeuse, ils s'étalaient, les uns démantelés, les autres formant des squelettes complets ou partiels. La posture de ces derniers évoquait toujours une frénésie démoniaque. Soit ils essayaient de repousser quelques menaces, soit ils se sévissaient d'un autre corps avec des intentions cannibales. Lorsque le docteur Trask, l'anthropologue du groupe, s'arrêta pour étudier la nature des crânes, il fut confronté à un mélange dégénéré qui le déconcerta tout à fait. Leur propriétaire, dans l'ensemble, était plus bas que l'homme de Piltdown dans l'échelle de l'évolution. Cependant, tous appartenaient indéniablement au genre humain. Beaucoup étaient plus évolués, et un très petit nombre d'entre eux étaient exceptionnellement développés et sensibles. Tous les os étaient rongés, principalement par les rats, mais, parfois, par d'autres membres du troupeau semi-humain. Parmi eux, l'on trouvait d'innombrables petits ossements de rats, guerriers tombés de l'armée meurtrière qui avait mis un terme à l'épopée séculaire. Il est étonnant que nous n'ayons pas tous succombé, ou que nous ne soyons pas tous ressortis fous de cette atroce journée de découverte. Ni Hoffman. Oh, bonjour, détective. Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu n'as pas des gens à tester? Ni Hoffman, ni Huysmans ne pourraient concevoir des corps plus incroyablement délirants, plus furieusement répugnants, ni plus grotesquement gothiques. Ouais, non, c'est vrai, Hoffman, il n'a pas vraiment fait beaucoup de pièges, lui-même. Il battra jamais John. Plus grotesquement gothique que la grotte crépusculaire dans laquelle nous titubions, tous les 7, chacun trébuchant de révélation en révélation. En s'efforçant pour le moment de ne pas penser à ce qui avait dû se passer là, 300 ans auparavant, ou 1000 ans, ou 2000, ou 10 000. C'était l'antichambre de l'enfer, et ce pauvre Thornton s'évanouit de rechef. Thornton. Et ce pauvre Thornton s'évanouit de rechef quand Trask lui affirma que certaines des créatures dont nous contemplions les squelettes devaient être retournées à l'état de quadrupèdes depuis au moins 20 générations. L'horreur s'ajouta à l'horreur lorsque nous entreprîmes d'interpréter les vestiges architecturaux. Les êtres quadrupèdes et leurs recrues occasionnelles de la classe des bipèdes étaient parqués dans des enclos de pierre d'où ils avaient dû s'échapper dans un dernier accès de rage provoqué par la faim ou la peur des rats. Rassemblés par grands troupeaux, on les avait manifestement engraissés en les nourrissant de légumes communs dont les restes formaient une sorte d'ensilage empoisonné au fond d'énormes cuves de pierre plus anciennes que Rome. Je savais désormais pourquoi mes ancêtres avaient cultivé de si vastes jardins. Attendez, juste noter le mot ensilage, il m'intéresse. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Une méthode de conservation des fourrages par acidification passant par la fermentation lactique anaérobique d'un fourrage humide. Miam. Ça ne peut pas être utilisé dans le GDC, zut. Tu m'étonnes. Plaise à Dieu que j'oublie un jour. Quant à la raison d'être des troupeaux, je n'avais nul besoin de le demander.
Sir William, qui se trouvait dans la ruine romaine avec sa lampe, traduisit à haute voix le rituel le plus scandaleux dont j'ai jamais entendu parler, et nous parla des habitudes alimentaires du culte antédiluvien que les prêtres de découvrir et intégrèrent au leur. Norris, pourtant habitué aux tranchées, eut bien du mal à marcher droit en ressortant du bâtiment anglais, qui avait fait office de boucherie et de cuisine. Norris y était attendu, mais n'avait pas supporté de voir des ustensiles anglais familiers dans un tel endroit, ni de lire des graffitis anglais eux aussi familiers, dont certains ne remontaient pas plus haut que 1610. Je ne pus me résoudre à entrer dans cet édifice dont l'activité démoniaque n'avait été interrompue que par la dague de mon ancêtre Walter de la Poer. Une vraie boucherie, c'est ça. Par contre, je me risquai à pénétrer dans la construction saxonne, basse de plafond, dont la porte de chêne était tombée. J'y découvris une terrible rangée de 10 cellules de pierre, aux barreaux rouillés. 3 d'entre eux étaient occupés par des squelettes de haut rang. À l'index de l'un d'eux, je trouvai une chevalière avec mes propres armoiries. Sir William, lui, trouva sous la chapelle romaine une salle dotée de cellules beaucoup plus anciennes, mais elles étaient vides. Encore en dessous se trouvait une crypte basse, avec des niches contenant des ossements disposés formellement, niches dont certaines étaient gravées de terribles inscriptions parallèles en latin, en grec et dans une langue de Phrygie. Entre-temps, le docteur Trask avait ouvert l'un des tumulus préhistoriques et mis au jour des crânes légers, un peu plus humains que celui d'un gorille, et ornés d'indescriptibles idéogrammes gravés. Parmi toutes ces horreurs, mon chat allait et venait imperturbablement. À un moment, le voyant monstrueusement perché au sommet d'une montagne d'os, je me demandais quel secret pouvait bien se cacher derrière ses yeux jaunes. Ayant saisi, quoiqu'à un degré limité, les effroyables révélations de ce monde de pénombre, un monde dont mon rêve récurrent m'avait donné un atroce aperçu, nous nous tournâmes vers la caverne noire d'une profondeur apparemment infinie, où nul ray de lumière venant de la falaise ne pouvait pénétrer. Nous ne saurons jamais quels invisibles mondes stygiens béaient au-delà de la courte distance que nous parcourûmes. En effet, il fut décidé que la connaissance de pareils secrets n'apportait rien de bon à l'humanité. Cependant, il y avait largement de quoi nous absorber dans les environs immédiats, et nous n'eûmes pas à aller bien loin pour que nos lampes dévoilent une infinité de fosses démoniaques, dans lesquelles les rats avaient festoyé, et dont la vorace armée, dès lors qu'elle avait cessé d'être approvisionnée, s'était détournée pour s'attaquer aux troupeaux vivants de bêtes affamées, jaillissant ensuite du prieuré pour s'adonner à l'historique orgie dévastatrice qui restera à jamais gravée dans la mémoire des paysans. Seigneur, ces noires fosses à charognes, regorgeant d'os sciés et rongés et de crânes ouverts, ces abîmes cauchemardesques débordant de squelettes pithécanthropoïdes. Oh putain, alors lui, il est difficile comme mot. Ça veut dire quoi, ça, pithécanthro... Je voulais écrire. C'est pas que je suis à fond dedans, mais un peu quand même, donc ces interruptions me font mal. Eh ben, fort y habitué. C'est le principe. Et j'ai oublié un H. Il y a un H au milieu, là. C'est un mot compliqué, ça. Je veux le sortir dans LMDE. Pithécanthropoïde. Oh putain, dites-moi qu'il n'est pas utilisable pour un nom. Non, il marche pas. Mammifère primate fossile, hominien, espèce Homo erectus, c'est l'homme de Java. Ok, bon bah nique. Zut. Débordant de squelettes pithécanthropoïdes, celtes, romains et anglais d'innombrables siècles impies. Certaines de ces fosses étaient pleines, et nul ne saurait dire quelle avait été leur profondeur. D'autres, malgré les faisceaux des torches, semblaient sans fond et peuplées d'indicibles chimères. Qu'advenait-il, me demandai-je,
des rats infortunés qui tombaient dans ces pièges au cours de leurs noires expéditions dans ce sinistre Tartare. À un moment, mon pied glissa, alors que je me trouvais au bord d'un de ces horribles trous béants. J'eus un instant de terreur extatique. J'avais dû rêvasser longtemps, car, de tout notre groupe, je ne voyais plus que le dodu nourrice. Soudain, dans le noir d'encre du lointain infini, je ressentis un son que je crus reconnaître, et je vis mon vieux chat noir me dépasser à toute vitesse, tel un dieu ailé de l'Égypte, et disparaître dans l'abîme sans borne de l'inconnu. Mais je le suivis de près, car au bout d'une seconde, il n'y avait plus le moindre doute. J'entendais l'étrange galopade de ces rats diaboliques, toujours en quête de nouvelles horreurs et déterminés à me pousser dans la gueule grimaçante de ces cavernes des entrailles de la terre, où Nyarlathotep, le dieu fou sans visage, hurle aveuglément dans les ténèbres, accompagné par le sifflement de 2 flûtistes idiots et amorphes. Eh ben, écoute, just such little rat. Eh bien, oui, Lovecraft a une certaine fascination pour les divinités égyptiennes. Il les trouve assez terrifiantes. D'ailleurs, Nyarlathotep est très inspiré de la mythologie égyptienne. Et Nyarlathotep, c'est un peu la personnification de sa peur des autres. C'est genre un peu son dieu de la discorde. Et il est complètement noir, mais il a pas un... Alors, il a pas un profil noir, il a un profil genre caucasien, mais il est complètement noir. Genre voilà, c'est Nyarlathotep. Oui, là, Nyarlathotep, du coup, ça fait partie de la mythologie Lovecraftienne, si vous avez un doute. C'est pas un vrai dieu d'une mythologie pratiquée. Oui, évidemment. Non, c'est pas évident pour tout le monde, j'ai hésité. Ma torche s'éteignit, mais je continuais de courir. J'entendais des voix, des cris et des échos, mais, par-dessus, montait progressivement ce bruit de galopade insidieuse et impie. Oh, ça va être dur de faire ce passage-là, oulala. Allez, Charlotte, on ressort ton côté le plus terrifiant. Montait doucement, comme un cadavre raide et boursouflé remonte à la surface d'un fleuve huileux coulant sous d'innombrables ponts d'onyx pour aller se jeter dans une mer noire et putride. Quelque chose me bouscula. Une chose molle et replète. Ce devait être les rats, l'armée visqueuse, gélatineuse et vorace qui se repaît des morts et des vivants. Pourquoi ne pourrait-il manger un lapoueur, tout comme les lapoueurs mangent des choses interdites? La guerre a dévoré mon fils, maudits soient-ils tous, et le feu des Yankees a dévoré Carfax, brûlé grand-père de la Port, brûlé le secret. Non, non, vous dis-je, ce n'est pas moi le porcher démoniaque de la grotte crépusculaire. Ce n'est pas la figure bouffie d'Edward Norris que j'ai vue sur la créature flasque et fongueuse. Qui dit que je suis un lapoueur? Il était en vie alors que mon fils était mort. Pourquoi les Norris auraient les terres des lapoueurs? C'est du vaudou, je vous le dis. Ce serpent tacheté. La peste soit de vous, Thornton. Je vous apprendrai à vous évanouir devant l'œuvre de ma famille. Morbleu, faquin, je vous apprendrai à larmoyer. Vous voulez vraiment me pousser à bout? Magna mater, Atis, dia adagdais, audun, augus. Pardon, je peux pas. Ah, dommage. J'étais presque. Audun, Yes. agus pastanur, dunart ort, donas dolas ort, agus listsa, unglung. C'est, paraît-il, ce que j'ai dit lorsque l'on m'a retrouvé dans les ténèbres, au bout de 3 heures, accroupi dans le noir au-dessus du corps à demi dévoré du capitaine Norris, pendant que mon propre chat me sautait à la gorge pour la lacérer. Et voilà qu'ils ont fait exploser mon prieuré d'examen,
qu'ils m'ont pris mon noiraud et m'ont mis derrière les barreaux d'une chambre d'Anoël, en murmurant d'un air apeuré que c'est de la faute de mon hérédité et de ce qui m'est arrivé. Thornton est dans la chambre d'à côté, mais on m'interdit de lui parler. On essaie aussi de dissimuler la plupart des faits concernant le prieuré. Quand j'évoque ce pauvre Norris, on m'accuse de sa mort horrible. Pourtant, les gens doivent savoir que je n'ai rien fait. Ils doivent savoir que c'est l'œuvre des rats glissants dont la galopade m'empêche chaque nuit de dormir. Les rats démoniaques qui courent derrière le capitonnage de ma cellule et m'attirent en bas, vers les pires horreurs que j'ai jamais connues. Les rats que les autres n'entendent jamais. Les rats dans les murs. Et c'est la fin! Et on aura bouclé la nouvelle en une soirée! À 22h en plus, pile. Parfait. Tout pile, parfait, ouais. C'est pas beau tout ça? Ma voix qui est défoncée. Ah, tu m'étonnes. Je savais que la fin elle allait venir avec ses... Avec ce bon gros langage inventé là. Et donc là, c'est la fin du livre. Eh oui. Il se finit comme ça. Eh oui. Ça se finit très mal. Il a bouffé le capitaine Norris. Miam. C'est son guet refoulé qui a un peu trop ouvert le placard vite. Il a sauté une étape. Non mais quand on disait que t'avais la dalle, je pensais pas. Je voulais des cookies. Merci en tout cas pour tous ceux qui étaient là jusqu'au bout. Franchement, c'était super sympa. J'espère que ça vous aura plu. Alors, clairement, la nouvelle, si vous pouvez l'écouter dans de bonnes conditions, avec une bonne ambiance, mieux que moi qui me fous de la gueule du bouquin. Franchement, c'est, je trouve, de ceux qui a une des meilleures ambiances horrifiques de Lovecraft quand il parle de... Moi, notamment, un truc que j'adore chez Lovecraft, c'est quand il parle de la dégénérescence et l'idée, genre, d'avoir élevé des humains comme bétail pendant tellement de temps qu'ils sont revenus à l'état de quadrupèdes. Genre, c'est terrifiant. C'est totalement terrifiant. Puis pareil, genre... J'aime bien comme la description de Norris, elle évolue au fur et à mesure du récit, où il commence à aborder, à donner des thèmes genre replay, puis dodu, et genre la chose molle et flasque. Grassouillet, je crois, à un moment. Ouais, grassouillet. Ouais. Là, c'est quand il commence à ne plus voir que lui, d'ailleurs. Ouais. Je ne voyais que la silhouette dodue de Norris. Dodu. Miam miam. Miam. Puis j'aime aussi beaucoup l'idée de juste... Le gars, c'est le seul à entendre les rats. Et c'est tellement, je trouve, une représentation parlante de la folie que lui seul il a et que personne pourra jamais le croire. Et oui, les rats dans les murs. Et comme tu dis, Renard, slowly descending into madness, il y a vraiment cette espèce d'impression de descente tout le long du livre qui est très très bien gérée et qui est assez flippante et c'est assez cool que vraiment on ait le point de vue de quelqu'un qui est pour le coup sombré dans la folie pendant les événements, parce que finalement c'est un petit peu la descente aussi dans sa psyché et dans son histoire familiale et tout, genre elle est très très bien écrite cette nouvelle. Malgré les petites pointes de racisme ci et là.